Toulouse un fonctionnaire qui s'appelle Sylvain Fargue et dont la passion c'est la montagne. Alors, dès qu'il a un jour de congé, tous les week-ends et toutes les vacances bien sûr, il grimpe vers les cimes. Un dimanche, jour du Seigneur, Sylvain décide d'aller visiter une partie des Pyrénées où il n'est jamais allé. Et là-haut, le paysage est tant beau qu'il s'approche d'un abîme, il dérape, il valse dans le vide, et heureusement, il y a un arbre qui pousse dans les parois, et il réussit à s'accrocher aux branches de cet arbre. Et le voilà suspendu comme un fruit étrange dans l'immensité. Très rapidement, il crie, « Il y a quelqu'un ?» Avec les échos dans les Pyrénées, ça vous donne « Il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Il dit, je vais formuler autrement ma question. Il n'y a personne, Et à ce moment-là, il y a une voix grave et douceâtre qui lui parvient à travers les nuées et qui lui dit, bon dimanche Sylvain, je suis ton créateur, je suis le Dieu amour, laisse-toi choir, je vais te recevoir dans mes bras. Et Sylvain réfléchit très vite et puis crie pour une troisième fois, il y a quelqu'un d'autre? Eh bien, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, mais pour moi, il y a quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre, je le trouve dans les livres de Miette, à savoir les croisées et les rencontres, les passions joyeuses plutôt que les passions tristes, pour emprunter le vocabulaire de Spinoza, c'est la présence à soi, à soi-même, aux autres et au monde, et c'est le plaisir de s'éprouver en vie dans cette vie. Rendez-vous compte du programme. S'éprouver en vie dans cette vie. Alors Miette est né allié sous le signe des poissons, un très bon signe, qui a toujours des problèmes avec ses pieds, entre parenthèses, pour les chaussures. Et dans les vieux cafés de la ville, il y a un écriteau sur lequel on peut lire « Il faut prendre les gens comme ils sont, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les laisser dans cet état. » Eh bien, je pense qu'à l'entrée des chemins qui conduisent vers les livres de Miette, il y a cet écriteau « Il faut prendre les gens comme ils sont, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les laisser dans cet état. » Quand j'avais 20-21 ans, j'ai échangé une vingtaine de lettres avec Anaïs Nin, et dans une de ces lettres, je lui ai parlé de Miette, la rencontre que j'avais faite à 19 ans, et puis de tout ce qui émanait d'elle. Et Anaïs m'a répondu presque dans les 3 jours, elle m'a répondu, c'est un être étoilique, prenez-en précieusement, gardez-la précieusement pour vous. Donc, dans le livre de Miette, Miette fait un clin d'œil à Stephenson. Alors Stephenson s'était amouraché d'une femme qui s'appelle Fanny Oxbourne. C'était une femme beaucoup plus âgée que lui, mariée, et dont le mari avait fait fortune en Californie. Le mari avait eu vent de cette liaison et avait télégraphié à sa femme « Rentre immédiatement à la maison ». Et Fanny, docile, rentra immédiatement à la maison. Stephenson en eut le cœur déchiré, et il se mit à marcher avec un âne dans les Cévennes. Je pense qu'il n'y a pas une pensée affligeante dont une marche plus ou moins longue ne puisse nous débarrasser. La disposition d'esprit dans lequel et avec laquelle Miette entama son périple est fort différente, et de surcroît, son périple a eu lieu il y a une trentaine d'années. C'est pourquoi, de concert avec l'éditeur, nous avons décidé d'une préface dont je vais vous lire quelques extraits. Donc, à la fin des années 80, Miette entreprit en compagnie d'une ânesse un périple en boucle du Haut-Quercy au Quercy-Blanc, soit près de 170 km en 11 jours. C'était à un moment où elle avait envie d'une échappée belle. Elle éprouvait la nécessité d'une autre respiration et d'une escapade dans l'inconnu,
quand finalement le chemin allait la ramener à elle-même, elle en était revenue enchantée, l'aventure l'ayant comme revigorée, recréée à frais nouveaux. Chaque soir à l'étape, sous la tente ou dans une rangette à l'abandon, Miette écrivait son journal de bord. Elle parlait du compagnonnage avec Océane. Elle faisait le reportage de la journée. Elle consignait les événements, les aubaines comme les mésaventures, et elle décrivait les paysages traversés, rapportait les rencontres en y mêlant réflexion et rêverie. Curieusement, ce journal, qui est plus qu'un journal, ne fut à l'époque montré à aucun éditeur et resta oublié au fond d'une armoire. Il faut vous dire qu'à l'époque, Miette multipliait les activités. Elle animait des ateliers d'écriture dans plusieurs universités espagnoles, animait des ateliers d'écriture pour l'Alliance française en Europe de l'Est et principalement en Pologne, et animait des ateliers d'écriture dans des centres de créaï. C'était sous la direction de Leibovici. Leibovici à l'époque était marié à Carole Bouquet avant que Depardieu la lui ravît. Et c'était des ateliers d'écriture avec des adolescents qui avaient des troubles de personnalité. Elle était de surcroît scénariste dans l'équipe de Marcel Julien pour France Télévisions et elle écrivait son premier roman, dont le titre et le programme est assez drôle et tonique. Voilà le titre, Comment devenir une menthe religieuse quand on a des réflexes de fourmi. Tout récemment, comme Miette cherchait autre chose, elle retrouva le manuscrit d'Océane, de Voyage avec Océane, et le ramena en quelque sorte en pleine lumière. Et on est surpris de constater que le texte a gardé sa fraîcheur de ton, toute la franchise allègre de l'aventure vécue, l'émotion étant toujours finement ajustée à l'expression. Mais ce que l'on mesure en même temps au gré de la lecture, c'est que 30 ans depuis se sont écoulés et que les choses ont considérablement varié. Certaines disparues à jamais, quand tant d'autres modes de vie et de manière d'être sont apparus radicalement différents. La fin des années 80 marqua vraiment le temps d'une rupture et un passage. Les personnages, souvent hauts en couleur, que Miette croisa sur son périple, ne se rencontrent plus guère aujourd'hui. De même que les paysans, qui vivaient en autarcie, dans un fort esprit d'indépendance, où l'on subvenait à ses besoins et ne se fiait qu'en ses propres forces, ceux-là qui, à l'expérience, se révélaient presque toujours pleins de bon sens, de science empirique et de constance. À l'époque où Miette entama son périple, de nombreux hameaux étaient à l'abandon et on traversait des villages dont seulement un tiers des maisons étaient habitées. On découvrait à l'écart des demeures en ruine, reprises par la végétation. La porte était encore accrochée à l'un de ses gonds et l'on trouvait sur la table la vaisselle encore mise et des reliefs de repas, comme si les occupants avaient dû s'en aller en catastrophe. Et le grand secours vint du dehors, des Parisiens ras des villes, des Belges, des Allemands, des Anglais, qui se mirent à acheter des fermes isolées, des hameaux désertés, des maisons de maîtres et finalement des maisons de village. Ils avaient le goût des vieilles pierres, des puits aux margelles bien ourlées, des pigeonniers à 9 trous d'envol, des terrasses en bolets envahies par la vigne vierge. Et ils s'exaltaient. Ils s'exaltaient devant les fours à pain, les caves à vin baignant dans une clarté avare, les choux à cochon, les souillards et les cantoux intérieurs. Et il y avait là pour eux un défi de restauration, un défi de redresser les murs dans une dignité austère, un passé à retrouver et à étayer dans un respect superstitieux de la tradition, le « comme c'était avant ». Le bon point à le reconnaître, c'est que sans eux, des hameaux entiers auraient disparu, sombrés avec perte et fracas dans la mémoire même. À la fin des années 80, l'époque commence d'être portée à l'incessante nouveauté technologique. Du téléphone à cadran rotatif
on passe à la téléphonie sans fil qui permet la déambulation, puis assez promptement, on passe au portable, à la tablette et au smartphone. On navigue pendant des heures entières en solitaire sur Internet et sans qu'on y prenne garde. Les cabines téléphoniques disparaissent une à une. Ces cabines comme de douche à grandes vitres où l'on voyait les parleurs s'accompagner de gestes et de mimiques comme dans un film muet. Il est désormais entendu que tout un chacun se doit d'être relié à la toile, connecté, en posture d'être appelé ou d'être appelé, et cela le mieux en temps réel. Le rapport au monde s'en trouve foncièrement modifié, mais observons tout de même que depuis que nous possédons ces moyens de communication les plus prodigieux, nous souffrons en même temps de communication entre nous et avec nous-mêmes. Le Quercy s'est découvert une nouvelle vocation en se voulant terre d'accueil. Comme il n'y a ici ni la montagne ni la mer, il convient d'alerter l'estivant, partisan d'une beauté moins immédiatement spectaculaire, qui se découvre par degrés, dans la nuance et la diversité, l'approche incessante et l'apprivoisement personnel. Le Quercy, c'est quand on l'a trouvé qu'on le cherche le plus. On n'en finit pas de le découvrir dans ses plis et ses replis. Et c'est la leçon première à retenir du périple de Miette avec Océane, qui se propose comme un modèle du temps. Être en partance, c'est d'abord avoir l'âme vacante, l'humeur buissonnière, une disponibilité à toute rencontre et une curiosité sans s'être affinée pour les petits riens qui échappent au regard des gens trop pressés. Le pays favorise par excellence les retrouvailles avec soi-même, dans la mesure évidemment où on a envie de se retrouver avec soi-même. Le plaisir est d'être en marche, ce plaisir même d'exister qui commence avec le miracle de se sentir respirer, de s'éprouver en vie dans cette vie, de s'éprouver en vie dans cette vie. Voilà, maintenant Claire et Jérôme nous ont fait l'amitié de...
crevons de soif, mon ânesse et moi, et que c'est notre dernière chance. La carte ne signale aucun point d'eau avant Siorac, qui n'est pas la porte à côté, même si je n'arrive pas à évaluer le nombre de kilomètres qui nous en séparent. Cela fait partie de mes déficiences. Je suis incapable de mesurer l'espace-temps, peut-être parce que je le crois très variable, pour ne pas dire élastique, selon l'humeur, les pensées et l'occupation du moment. Alors que je ne m'y attends plus, une main maigre soulève le voilage d'une fenêtre. Une figure mince et muette me regarde, impassible, sans laisser filtrer le moindre sentiment. Telle une pitié qui n'aurait plus rien à prédire, ou une furie dont la colère divine se serait tarie depuis belle lurette et qui se serait retranchée dans un mutisme indifférent. Le voilage retombe, et j'attends. Sans plus frapper, insister serait grossier, d'autant que la pitié m'a vu. J'attends ainsi une petite éternité que l'on daigne m'ouvrir. Derrière moi, un chien à poil court que je n'ai pas vu venir clabote 2 fois dans les égouts, puis retourne vers sa niche comme si, son devoir accompli, il pouvait se désintéresser complètement de nous. La pitié entrebâille enfin la porte, sort sur le seuil, referme la porte derrière elle, avec sans vivacité particulière, mais d'une poigne ferme. Il ne conviendrait pas qu'un regard étranger file à l'intérieur. Rien ici ne regarde personne. La femme est âgée, droite et altière, intraitable. Je désire juste un peu d'eau pour mon ânesse et moi. Nous avons été surprises par... Par quoi? Qu'est-ce que j'allais dire? Avouer ma désinvolture, mon manque de prévoyance? De toute manière, inutile, parfaitement inutile de poursuivre. La pitié n'écoute rien, pas même d'une seule oreille. Mais elle a tout de même entendu ma requête. L'eau, ça ne se refuse pas, tranche-t-elle, comme contrainte d'annoncer avec force d'autoconviction le premier commandement incontournable de l'hospitalité campagnarde, réduite à sa plus simple expression. Elle ferme la porte à clé, enfouit cette clé dans sa poche, dans la poche de sa robe tablier, où elle garde de surcroît sa main gauche, par mesure sans doute de sécurité supplémentaire. Robe tablier noire, robe de veuve, comme je l'ai nommé, portée encore en ce début d'automne 1990 par des femmes nées avant la dernière guerre et qui se sont ainsi endeuillées de la tête aux pieds dès le lendemain de leurs noces. Reviennent en tête les premières paroles de La Mouette de Tchekhov. « Ma sœur, pourquoi êtes-vous en noir? Je porte le deuil de ma vie. Je suis malheureuse. » Sans un mot, la pitié m'entraîne vers la citerne, les épaules penchées en avant, butées. Le silence qui émane d'elle est d'une telle densité que je l'éprouve en moi-même dans ce que l'on a coutume de nommer le fort intérieur. Elle boit l'eau de la citerne, s'inquiète-t-elle subitement, désignant la naisse de la tête, juste avant de se mettre à actionner la manivelle de la pompe. Je tends mon seau sous la giclée, puis le présente à Océane, qui refuse catégoriquement d'en boire. « Ah non, Océane, dis-je entre les dents serrées, tu ne vas pas nous faire ça. Allons, Océane, pas de caprice, bois cette eau que l'on t'offre. » Il est vrai que l'eau puisée est trouble, une clarté d'un vert jaune, vénéneux, comme si toute une forêt de chênes y avait macéré. « Alors elle ne boit que l'eau de la conduite, » conclut la vieille, creusant les reins et y calant sa main droite. Confuse, je m'embrouille dans des excuses aussi explicatives qu'inutiles. Je ne comprends pas. Elle marche depuis des heures et, vous pouvez me croire, elle crève littéralement de soif. Haute conduite, répète la femme, à qui on ne la fait pas. Une autre ombre de contrariété qu'avec rudesse, pour en finir au plus vite avec tous les caprices de la soif. Nouvelle rencontre, un petit peu plus loin dans l'aventure. Reprenant ma visite du bourg, qui s'avère plus vaste et ramifié que ce que j'avais perçu au premier abord, avec des ruelles qui se recoupent entre elles, je découvre derrière l'église, dans la lumière fluide et grise des cours et des jardins, sous un gros arbre qui porte une ombre aux contours indécis, une assemblée de femmes occupées à tricoter. C'est le cercle des tricoteuses du canton de l'Albac. Je m'entends accueilli de la sorte. Voilà donc la dame à cause de laquelle mon mari n'a pas déjeuné à son heure. Je fais ainsi la connaissance de madame Flojac. Ne vous faites pas de bile, ajoute-t-elle. Je vous taquine. Si vous apprenez à me connaître, vous saurez que je suis le merle moqueur.
On me fait une place dans le cercle où chacune des femmes a sa pelote ou ses pelotes de coton, de lin et le plus souvent de laine de couleur rouge, bleu, verte ou chinée. Comme je m'intéresse vraiment à leur activité, à mes heures je tricote, tisse et file la laine et la soie, et que je pose des questions, c'est bientôt pour moi une instruction en règle dans l'art du tricot. Celle dont je suis la plus proche ne tricote que la technique la plus simple, mais serrée et très régulière. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une autre compose un châle, dans un point de tricot aussi léger qu'une dentelle. On me parle de jeter, de surjeter, du tricot irlandais où se mêlent les torsades, les points de roue, les losanges entrecroisés, les côtes torses, les doubles zigzags. Une petite vieille à la jolie figure, toute menue, de si peu de poids que le vent d'autant pourrait l'emporter, ne travaille qu'au point d'alvéole en formant des côtes contrariées. Quant à Madame Flojac, elle s'essaie au tricot dit tunisien, glisse une maille à l'endroit, un jeté, passe ensuite la maille sans la tricoter, ramène le fil par devant, glisse la maille suivante et par devant de nouveau, etc. Tout cela bien compliqué, subtil et savant, force l'admiration et exerce une fascination silencieuse en produisant en moi toutes sortes d'échos presque métaphysiques. Mais presque à mon corps défendant, je me retrouve embauchée, chargée de détricoter la manche abîmée d'un pull chamarré, puis de démêler les fils d'un écheveau avec lequel a joué la chatte moussette. Je ne suis que de passage, et pourtant, je ressens comme une invitation dans l'air, une tentation furtive. Rien ne me retient, et rien non plus ne me presse d'aller voir ailleurs si j'y suis. Je me sens libre de mes jours, de mes nuits, et aussi bien de mes envies et mes coups de cœur, affranchis de toute contrainte. Oui, pourquoi ne pas s'éterniser un temps ici, l'heure de l'albinque étant particulièrement léger et volatile. Ces femmes tiennent assemblées comme dans un poème de Yanis Ritsos, fortes, fertiles, en même temps effacées, sans nécessité de prouver au monde quoi que ce soit. Elles intercèdent pour vous, pour moi, pour tout un chacun, en participant d'une évidence sereine et même d'un mystère évident qui pourrait presque se passer de mots. Elles n'ont pas rompu entre elles, en elles, un lien intime, l'intimité même de la vie. Et les voilà qui croisent les fils, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, en un juste équilibre, ourdissant des passions paisibles et démêlant leurs rêves secrets. La nuit vient sans bruit, dans un frôlement d'étoffes. La rue principale est maintenant vide sous le halo jaunâtre des réverbères. Dans une cour, un chien aboie, plutôt me semble-t-il pour signaler sa présence ou pour signaler la mienne à ses maîtres. Il est l'heure d'aller dîner.